Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur l'essai de Jean-Marc Jancovici intitulé Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie, publié en 2015. Jean-Marc Jancovici est un ingénieur et conférencier français spécialisé dans les questions liées à l'énergie et à la décarbonisation de l'économie. Il est aujourd'hui assez connu sur Internet du fait de ses conférences ou interviews largement diffusées sur YouTube. Sur le plan médiatique, je dirais que sa particularité est de récolter une certaine sympathie de la part de milieux, de personnes généralement hostiles ou indifférentes aux luttes pour les questions environnementales. Cela s'explique sans doute par son pragmatisme affiché, sa défense du nucléaire comme bon moyen de production d'énergie, et par les critiques qu'il formule à l'égard d'autres militants ou parties prenantes des causes écologiques. L'ouvrage étudié ici est un essai très général dans lequel l'auteur expose sa vision quant aux divers aspects des crises climatiques et énergétiques, lesquels sont bien sûr étroitement liés. Alors, commençons. Jancovici donne le coup d'envoi en abordant la question de la croissance économique et des réalités ô combien physiques qui se cachent derrière celle-ci. Les derniers présidents de la République française promettaient de faire revenir la croissance à X ou Y%, et pour cause, le PIB et sa progression d'année en année est absolument central pour le niveau de vie des gens et le niveau de développement d'un pays. Mais l'impuissance des hommes politiques à faire remonter sensiblement et durablement la croissance n'est pas tant liée à leur incompétence, mais plutôt à des causes structurelles, liées à la possibilité pour l'humanité d'avoir une énergie bon marché, abondante, à disposition. Historiquement, à partir de la révolution industrielle au début du XIXe siècle, on a découvert qu'on pouvait exploiter l'énergie hyper concentrée à travers des machines. Cette énergie a été au départ le charbon, et puis le pétrole, qui était une source d'énergie encore plus concentrée et plus facile à transporter. De par l'usage de ces énergies, nous avons pu intensifier considérablement notre économie. Sauf qu'aujourd'hui, l'évolution de notre approvisionnement de ces sources d'énergie n'est plus ce qu'elle a été. De 1960 à 1973, alors que la production mondiale de pétrole augmentait chaque année de 8 à 10% et la production totale d'énergie de 5 à 6%, le PIB mondial a connu un taux de croissance annuel moyen de plus de 5%. Par la suite, de 1974, qui est la date du premier choc pétrolier, à 2007, avec une production de pétrole qui n'augmentait plus que de 1% par an en moyenne, et une production d'énergie totale qui augmentait de 2% par an, le PIB planétaire a dû se contenter de 3% de plus par an. Et enfin, depuis 2007, avec une production pétrolière qui n'augmente plus, il faut comprendre ici le pétrole conventionnel, la quantité de pétrole conventionnel produite chaque année stagne à l'heure actuelle, voire elle a commencé à diminuer. Avec de telles conditions, le taux de croissance du PIB mondial est descendu sous les 2% depuis 2007. Et ce, au prix d'une explosion inédite de l'endettement public et privé, et dans un contexte de croissance démographique mondiale. Autrement dit, sans nouvelles sources d'énergie miraculeuses, la croissance économique semble condamnée à stagner, voire à disparaître. Et nous nous dirigeons donc vers un monde sans croissance. Alors, arrêtons-nous un instant sur un aspect particulier du monde moderne, l'emploi. Ces dernières décennies ont vu une explosion du secteur tertiaire, des services. C'est pourquoi on encourage tout le monde, tous les jeunes, à aller à l'université, qui est supposée préparer aux emplois du secteur tertiaire. Mais ce dernier ne peut exister et avoir une telle place que parce que les secteurs primaires et secondaires sont assurés en grande partie par les machines. Du moins, la productivité de ces secteurs est garantie par les machines. Et les emplois tertiaires, eux, existent surtout en ville, là où converge justement la valeur économique créée par ces machines. Cependant, dans un monde avec moins d'échanges, moins de déplacements, moins de valeur, il est probable que le secteur des services décroisse, contraignant donc les générations futures à laisser tomber les facs, peut-être en particulier les facs à orientation administrative ou littéraire, au profit de métiers manuels. Vient enfin, pour l'auteur, le moment d'expliciter le titre du livre.
je le rappelle, qui est « Dormez tranquille jusqu'en 2100 ». Alors 2100, c'est une date qui n'est pas anodine, c'est une date qui est souvent reprise dans les médias, voire dans la communication scientifique, lorsqu'il s'agit de traiter des enjeux environnementaux. Car en fait, toutes les projections de l'évolution des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, sont calculées jusqu'à cette date, jusqu'en 2100. Mais en faisant le focus sur cette échéance, sur 2100, on induit l'idée au sein de la population, on sous-entend que les conséquences de la crise climatique, de la crise environnementale en général, sont lointaines. De plus, on parle aux gens de quelques degrés de réchauffement sur un siècle, sans prendre aucune perspective. Que représentent ces quelques degrés pour le citoyen moyen ? En fait, la température moyenne de la Terre au cours de l'année est très stable en moyenne. Et 4 ou 5 degrés, ce n'est ni plus ni moins que ce qui nous sépare du climat de la dernière glaciation, à l'époque où l'Europe était à moitié sous permafrost, c'est-à-dire gelée en permanence. Enfin, dans certains pays, les conséquences de la crise se font déjà sentir. Il a déjà été établi depuis un moment que les printemps arabes et la guerre en Syrie furent liés à une hausse des prix du grain, elle-même liée à un ravage climatique en Russie et à une hausse du prix de l'énergie. Attaquons maintenant ce qui est présenté par les médias comme la solution à nos problèmes, les énergies renouvelables. La première critique de l'auteur est le rapport coût d'investissement sur l'énergie produite de celle-ci. Le coût des infrastructures des énergies renouvelables s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, du fait de la nature diffuse de la ressource. Au contraire du pétrole, source d'énergie très concentrée, comme on l'a déjà dit, le gaz l'étant un peu moins, le nucléaire encore un peu moins. Au contraire de ces sources d'énergie, les énergies renouvelables sont très diffuses et donc récupérer de grosses quantités de ces énergies à travers le rayon du soleil ou à travers les rayons du soleil ou la force du vent implique de larges infrastructures capables de capter celles-ci sur une grande surface. De plus, les énergies renouvelables souffrent de leur intermittence. Il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Et par conséquent, ont un facteur de charge qui est très faible. Ce facteur de charge est autour de 25% pour une éolienne et 10 à 15% pour des panneaux solaires. A l'inverse, pour une centrale nucléaire française, on a un facteur de charge d'en moyenne 75%. Autrement dit, ça veut dire que pour une même puissance d'installation développée, l'énergie produite ne sera pas la même. Voyons donc quel est le bilan d'un pays voisin qui a depuis longue date choisi de tabler sur les énergies renouvelables, l'Allemagne. En dépit d'un investissement de 350 milliards de dollars depuis la fin des années 1990, les émissions issues de la production électrique, j'insiste bien là-dessus, on parle des émissions uniquement issues de cette production électrique, n'ont pas changé, elles n'ont pas baissé. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la consommation électrique a continué à augmenter. Donc, on a beau produire plus, si la consommation augmente, il n'y a pas forcément de diminution des émissions. Ensuite, l'électricité supplémentaire produite a servi à remplacer le nucléaire que l'Allemagne a abandonné, en même temps que le développement de ces énergies renouvelables. Le nucléaire ne générait pratiquement pas d'émissions de gaz à effet de serre, donc on peut dire que plutôt que de remplacer l'électricité produite par les centrales à gaz ou charbon, qui elles produisent des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables ont servi à remplacer l'énergie produite par une autre source d'énergie qui ne générait pas de gaz à effet de serre, le nucléaire. En outre, une partie de l'électricité est produite en surplus, avec les éoliennes en particulier. Quand le vent souffle fort en Europe, il y a une surproduction d'électricité. Donc la production d'électricité est plus importante que la consommation et comme on a peu de moyens efficaces de stocker cette électricité, elle doit être exportée vers les pays voisins de l'Allemagne. Ce qui a entre autres pour désagrément d'obliger ceux-ci à adapter leurs infrastructures. Et enfin, dans ces moments, le prix de l'électricité baisse. Il baisse trop pour les centrales à gaz classiques qui tournent donc à perte et cela pousse les producteurs d'énergie
à reprivilégier les centrales à charbon parce que leur coût marginal est plus faible que celle des centrales à gaz. Et ces centrales à charbon sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Alors, bien justement, où en est-on avec le charbon? Le tableau est très négatif, car en réalité, c'est la source d'énergie qui a le plus augmenté au cours des dernières années. L'ennui, c'est que le charbon est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Il constitue en plus un danger pour la santé du fait des pollutions atmosphériques et puis aussi des pollutions de la destruction des sols du fait des mines creusées pour extraire celui-ci. En fait, à force de raisonner par pourcentage, donc de regarder la part de charbon dans le mix énergétique mondial, qui elle a effectivement diminué au cours des dernières décennies, on oublie de regarder les quantités. Si en Europe la quantité de charbon consommée a baissé, c'est surtout car nos mines sont épuisées. En plus, il n'est pas rentable de transporter le charbon sur des grosses distances. Comme je l'ai dit, le charbon est plus difficile à transporter que le pétrole, qui se transporte avec des pipelines. Donc, le charbon est peu utilisé en Europe. Il est tout de même massivement utilisé dans la production d'électricité mondiale, les centrales ayant des rendements maximum de 45%, 30% en moyenne mondiale. Les centrales à gaz, de leur côté, ont de meilleurs rendements, notamment car pour faire tourner les turbines, en plus d'utiliser la vapeur d'eau chauffée, on peut y envoyer comme force motrice directement le résultat de la combustion du gaz, ce qu'on ne peut pas faire avec le charbon car il y a trop de matière organique, de poussière qui sont générées lors de la combustion de ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'extraction du charbon est moins chère, donc la production d'électricité avec le charbon revient moins chère. C'est pourquoi elle est toujours pratiquée massivement à l'échelle mondiale. La situation en termes de gaz à effet de serre et donc de changement climatique n'est pas plus réjouissante. Les réserves de charbon, de pétrole restantes sur Terre sont tout de même largement suffisantes pour nous faire exploser la barre des 2 degrés à ne pas dépasser fixée par le GIEC. L'auteur montre ici comment le changement climatique va impacter tous les aspects de la vie, de l'économie, etc. Et l'ennui, c'est qu'on n'aura pas l'énergie à profusion pour s'adapter à ces conséquences. Dans l'absolu, il existe des solutions techniques à toutes les difficultés que va nous imposer le changement climatique. Devant les difficultés hydriques, on peut toujours utiliser de l'eau de mer qu'on va dessaler. Il existe déjà de massives centrales pour dessaler l'eau de mer, notamment en Israël. Mais pour avoir recours à ces moyens technologiques, il faut une grosse quantité d'énergie. On en arrive enfin à la question du nucléaire, cher à l'auteur. Jancovici sous-entend qu'il est la meilleure façon de nous approvisionner en énergie à moyen et long terme, et ce même si on raisonne d'un point de vue écologique. Pourtant, ce dernier est très maltraité dans les médias. Alors Jancovici s'attelle d'abord à relativiser les risques liés à celui-ci. Il est vrai que la catastrophe de Fukushima au Japon n'a fait en réalité aucun mort lié aux radiations, seulement la panique due à l'évacuation des zones a généré des morts. Quant à la catastrophe de Tchernobyl, elle s'est produite dans des conditions improbables d'être reproduites dans nos pays avec nos expériences. Et puis rappelons aussi que les autres méthodes de production d'énergie comportent des risques pour l'humain, beaucoup plus de risques statistiquement. Les pollutions atmosphériques produites par le charbon, les ruptures de barrages dans le cas des barrages hydrauliques, tout cela ce sont des risques qui ont déjà été documentés, qui ont déjà été quantifiés et qui a priori dépassent ceux du nucléaire mondial. Pour autant, l'auteur reconnaît les faiblesses du nucléaire. On l'a vu, il est très très coûteux. Il faut aussi au moins 10 ans pour ouvrir une centrale nucléaire dans un pays très développé avec de gros scientifiques et ingénieurs. Et puis, il est peu adapté aux lois du marché, du fait de sa durée nécessaire pour être rentable. Il doit donc être nationalisé, ce qui implique encore des complications. Revenons à présent à la question économique. Dans la continuité du premier chapitre, l'auteur soutient ici la thèse que la crise financière de 2008, la récession à partir de 2007, n'est pas tant liée à l'irresponsabilité des banques qu'à une tendance à plus long terme, qui est la baisse de la production pétrolière mondiale. Et donc, partie d'une offre pétrolière insuffisante pour maintenir la croissance, qui aurait été nécessaire pour rembourser les emprunts, pour de vrai,
la crise est devenue financière. Donc, pour que le crash des subprimes survienne, il a fallu que l'illusion de croissance perpétuelle soit brisée par un approvisionnement énergétique trop faible. C'est les mots de l'auteur. Dans la continuité du chapitre précédent, l'avant-dernier point fait un lien entre le vote populiste, le vote extrême droite et la crise énergétique. Les classes populaires sont plus vulnérables aux fluctuations de l'approvisionnement en énergie. Ce sont aussi des classes de population rurale, moins formées, moins adaptées justement à ce monde des services, à ce monde du tertiaire, d'où le fait de se tourner vers des partis promettant des nouvelles voies. Enfin, l'auteur termine son ouvrage en battant en brèche quelques contre-arguments souvent évoqués pour lutter contre le défaitisme environnemental, donc notamment l'innovation technologique. On promet un sauvetage de l'humanité par la technologie. Alors certes, l'amélioration de l'efficacité énergétique est une réalité au fil des années, mais il est compensé immédiatement par l'effet de rebond qui a déjà été décrit par d'autres auteurs. Il y a aussi ces notions de croissance verte, de révolution numérique, de gouvernance mondiale, etc. Je ne reviens pas sur tous ces aspects, l'auteur passe dessus très rapidement et ce n'était pas le but premier de l'ouvrage. Alors justement, on peut se demander à ce stade quel était l'objectif poursuivi par l'auteur à travers cet ouvrage, cette synthèse. On voit qu'il a passé en revue un large spectre des questions, des aspects liés à la question climatique, à la question énergétique. Tout a été survolé de façon assez rapide et forcément le sentiment qu'on a en finissant ce livre, c'est qu'on reste un peu sur notre faim. On a le sentiment aussi, si on est habitué à écouter les conférences de Jean-Marc Jancovici, de ne pas avoir appris grand-chose de plus. Donc je dirais que cet ouvrage n'a pas forcément, ce n'est pas un ouvrage que je recommanderais pour vous qui peut-être connaissez déjà l'auteur sur YouTube, sur Internet, pour ses interventions sur les radios. Je conseillerais plutôt de se diriger vers des livres scientifiques, de synthèse plus complets, plus cadrés sur le sujet climatique ou énergétique. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts.